Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Un samedi où il a fallu être patient au volant pour des centaines de milliers de Français qui étaient sur la route des vacances. La journée était classée noire dans la vallée du Rhône. À cela, il faut ajouter le coup de chaud sur une grande partie du pays. Comment se porte Michel Platini? Hier soir, le président de l'UEFA a fait un malaise dans un restaurant de Johannesburg. Il a été transporté à l'hôpital, mais après des examens, il a pi sortir ce matin. Pas d'inquiétude donc, selon les médecins. Une nouvelle polémique autour d'Ingrid Betancourt en Colombie. L'ex-otage des FARC vient de réclamer 6,5 millions de dollars, et cela afin de réparer les préjudices liés à son enlèvement. Le gouvernement de Bogota s'est dit surpris et attristé par cette demande. Notre grand format ce soir, nos équipes sont retournées en Haïti 6 mois après le terrible tremblement de terre qui a fait 250 000 morts et environ 5 000 mutilés. Ils tentent de vivre avec leur handicap aujourd'hui, aidés, vous le verrez, par des ONG qui souhaitent leur redonner goût à la vie. Un samedi de sport avec le Français Sylvain Chavanel qui reprend aujourd'hui le maillot jaune du Tour de France, la victoire des Français face à l'Espagne en Coupe Davis. Et puis à la veille de la finale de la Coupe du Monde, nous reviendrons sur les plus beaux moments de ces 4 semaines sud-africaines. Enfin du cinéma, et avec nous ce soir deux invités exceptionnels, Marion Cotillard et Leonardo DiCaprio. Ils viennent nous présenter leur dernier film, Inception, signé Christopher Nolan. Troublant, intrigant, entre rêve et réalité, Inception est à vivre comme une expérience. Ils nous raconteront tout cela, on les retrouvera tout à l'heure pour l'interview. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. On commence tout d'abord par la 7e étape du Tour, et c'est un Français qui a fait coup double aujourd'hui, victoire d'étape et maillot jaune. Il s'appelle Sylvain Chavanel et il récupère la place de leader qu'il avait déjà occupée au terme de la 2e étape. Aujourd'hui, les coureurs ont abordé les premiers cols en attendant la grande bagarre demain vers Avoriaz. Julien Benedetto et David Dameda. Les deux héros du jour sont les meilleurs amis du monde. Jérôme Pineau, maillot à pois, félicite son coéquipier et grand ami Sylvain Chavanel qui endosse une nouvelle fois le maillot jaune au bout d'un joli numéro de soliste. Je ressens une immense joie. J'ai fait encore un numéro aujourd'hui. J'ai gagné l'étape seul. Comme ça, j'ai le temps de savourer ma victoire. Après avoir franchi 5 des 6 cols du jour en tête, Jérôme Pineau craque dans l'ultime ascension vers la station des Rousses. Témoin impuissant de l'envolée victorieuse de Sylvain Chavanel. Loin derrière, comme prévu, Fabian Cancellara abandonne le maillot jaune. Et les favoris, Contador, Armstrong et Schleck, font la grève des hostilités. Une aubaine pour Sylvain Chavanel qui signe sa 2e victoire d'étape en 6 jours. À l'arrivée un peu plus tard, Jérôme Pineau lève les bras, comme s'il avait gagné. C'est pas moi qui gagne, mais c'est pareil. Je crois que c'est phénoménal ce qui nous arrive. On a, depuis ce Tour de France, depuis le départ, des jambes de feu. Et cette amitié qui est plus forte que le reste. Oh, c'est génial, on a passé un grand moment. Même Richard Virenque a été impressionné par la performance de Sylvain Chavanel. Le nouveau leader aura-t-il la force de conserver la prestigieuse tunique demain dans la terrible ascension vers Morzine? Pas sûr, mais il paraît que le maillot jaune, ça donne des ailes. Et on retrouve en direct des Rousses Julien Benedetto. Bonsoir Julien. On a donc vu les premiers lacets de ce Tour de France 2010, mais c'est apparemment demain que les favoris pourraient lancer les premières offensives. Écoutez, pas sûr parce que on est encore très loin de l'arrivée à Paris, et même si demain il y a 2 difficultés dans cette étape vers Morzine, notamment l'ascension finale, eh bien on n'est pas sûr que les favoris déclenchent les hostilités. On l'a vu aujourd'hui, ils se sont regardés un petit peu en chien de faïence, personne n'a osé attaquer, donnant évidemment la bénédiction à Sylvain Chavanel pour aller remporter cette étape. Alberto Contador nous l'a confié ce matin, il a coché une étape des Pyrénées pour porter son attaque, ce sera l'étape du Tourmalet. Alors tout cela pourrait faire les affaires de Sylvain Chavanel. Il possède ce soir au classement général plus de 2 minutes 30 d'avance sur Alberto Contador et aussi 1 minute 30 d'avance sur Cadel Evans. L'Australien finalement sera son plus dangereux rival pour la lutte pour le maillot jaune demain dans la terrible ascension vers Morzine. Merci Julien et merci à votre porte-parapluie. Voilà pour le Tour de France. Et on reviendra tout à l'heure sur le reste de l'actualité sportive. Il a donc fait chaud sur le Tour, comme un peu partout en France ce samedi. 30 degrés à Lille, 36 à Strasbourg, 30 à Clermont-Ferrand. Demain, les températures seront un peu plus clémentes. Alors, comment a-t-on vécu ce pic de chaleur aujourd'hui? Tour d'horizon avec Laurence Decherf et Marie Cros.
Est-ce que vous savez où se trouvent les points d'eau sur le secteur? Oui, tout à fait. S'hydrater le plus souvent possible, c'est le conseil donné toute la journée par ces agents de la ville de Paris aux sans domicile fixe. Objectif dans la capitale, rompre l'isolement, en appelant notamment quelques 20 000 personnes considérées comme fragiles toutes les 48 heures. Bien entendu, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les SDF, puisque effectivement on meurt peut-être plus dans la rue l'été que l'hiver. Dans leurs interventions, les pompiers de Paris sont particulièrement vigilants aux personnes âgées. Les chutes, comme celle de ce grand-père, peuvent aussi être liées à la chaleur. Ce n'est pas le phénomène déclencheur, mais c'est un phénomène aggravant qui peut effectivement affaiblir un peu plus une personne qui est déjà en une santé pas très bonne. Mais aujourd'hui, c'est sans aucun doute dans l'est de la France et notamment à Strasbourg qu'il a fait le plus chaud, 36 degrés. Certains se frottent les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donc 12 ventilateurs en l'espace d'une heure. De l'air ou de l'eau, quand il fait chaud, tout est bon pour se rafraîchir un peu. Pourtant, on est loin de la canicule 2003 avec ses 37 degrés en moyenne le jour contre 31 en ce début juillet. Et 20 degrés la nuit en 2003 contre 17 en 2010. La chaleur ne fait jamais bon ménage avec la pollution à l'ozone accumulée depuis 3 jours. Tout ce qui est orange foncé. Aujourd'hui, nous avons des nuages et un risque d'orage, donc les niveaux vont redevenir beaucoup plus faibles. Avec l'arrivée des premières gouttes, la vigilance orange pour la canicule a été levée sur Paris et la région parisienne. Les départements de l'Est devraient suivre le même chemin demain matin. La journée était classée rouge sur les routes et même noire dans la vallée du Rhône en direction du sud. On a enregistré 315 km de ralentissement à la mi-journée, majoritairement en province. Faisons un point sur la situation. Ce soir, direction le péage de Galargues dans le Gard. Bonsoir Léo Lamberton. Alors c'était un bon samedi de départ, mais pas un cauchemar, comme on aurait pu le craindre pourtant. Effectivement, la journée a été moins catastrophique que ce qu'on redoutait. D'ailleurs, vous pouvez le constater à la barrière de péage où je me trouve, ça roule bien, ça roule même plutôt bien et ça roule comme ça sur l'ensemble du réseau français depuis à peu près 17 heures. Alors le trafic a quand même été très dense aujourd'hui, essentiellement dans le sens des départs, le sens nord-sud et aux endroits habituels, au sud de Lyon et en direction de l'Espagne. Particularité, les gens sont partis plus tôt que d'ordinaire dès 7 heures du matin, certainement pour rouler à la fraîche. Et la conséquence, c'est que ça a mieux étalé le trafic tout au long de la journée. Alors pour ceux qui partent demain, bonne nouvelle, Bison Futé a classé la journée verte sur l'ensemble du réseau. Mauvaise nouvelle, il devrait faire aussi chaud qu'aujourd'hui dans la vallée du Rhône. Merci beaucoup Léo Lamberton. Dans l'actualité également, des nouvelles de l'état de santé de Michel Platini. Le président de l'UEFA a eu hier soir en Afrique du Sud un malaise dans un restaurant de Johannesburg. Il a été très vite transporté à l'hôpital, mais ses médecins l'ont finalement autorisé à sortir ce matin. Ils n'ont relevé aucun problème cardiaque. Explication, Antoine Gaveau, Frédéric Ranck. Des journalistes dans l'attente devant l'hôpital de Johannesburg, des médias français et étrangers venus chercher des nouvelles. L'inquiétude aura duré une nuit. Michel Platini est sorti de l'hôpital ce matin, en forme selon son entourage et par une porte dérobée, après une nuit de rumeurs et de démentis. Le président de l'UEFA est en Afrique du Sud depuis le début de la Coupe du Monde. Hier soir, il dîne dans ce restaurant. Au milieu du repas, il s'écroule. On croit d'abord à une crise cardiaque. Un homme est tombé à côté de ma table. Il était en train de dîner et il a eu une crise cardiaque. Je l'ai sauvé en lui faisant du bouche à bouche et il est parti à l'hôpital. À l'hôpital justement, Michel Platini fait plusieurs tests. Pas de crise cardiaque, mais un petit malaise vagal. Contrairement à ce qu'ont dit certains médias, aucun problème cardiaque n'a été détecté. Par précaution, M. Platini va passer la nuit en observation. Michel Platini a d'ores et déjà annoncé qu'il se rendra demain soir à la finale de la Coupe du Monde. En Colombie, Ingrid Betancourt a surpris le gouvernement de Bogota. 2 ans après sa libération, elle vient de réclamer 6,5 millions de dollars, soit 5 millions d'euros. Et cela afin de réparer, dit-elle, les préjudices multiples qu'elle a subis lors de ces années de détention. Des préjudices que tout le monde reconnaît, mais que l'État colombien n'avait jamais envisagé d'indemniser. Décryptage de tout cela avec Renaud Bernard.
C'est la dernière apparition publique d'Ingrid Betancourt il y a une semaine pour le 2e anniversaire de sa libération. Entourée de ses anciens codétenus, elle vient adresser un message de reconnaissance à ses compatriotes. Je suis ici pour remercier les hommes et les femmes qui ont risqué leur vie pour nous ramener à la maison. Derrière l'image de l'ancien otage retenu 6 ans dans la jungle, apparaît aujourd'hui un autre visage. Les autorités colombiennes ont révélé qu'Ingrid Betancourt exige 5 millions d'euros d'indemnité. L'ex-otage accuse le gouvernement colombien de ne pas l'avoir assez protégée le jour de son enlèvement sur cette route dans le sud de la Colombie. En campagne électorale, la franco-colombienne s'était aventurée sur le territoire des révolutionnaires des FARC. Pour les autorités qui affirment l'avoir averti du danger à l'époque, c'est la douche froide. Je pense qu'elle mérite le prix mondial de l'hypocrisie, de l'opportunisme et de l'ingratitude. Ingrid Betancourt ne fait pas de commentaires. Selon son avocat, aucune procédure judiciaire n'a été engagée pour l'instant. Avant de se lancer dans un procès, la franco-colombienne voudrait obtenir une conciliation. Nous vous parlions hier soir de ce fugitif en Grande-Bretagne qui était poursuivi par la police après avoir abattu le compagnon de son ex-petite amie. L'affaire était suivie en direct par toutes les chaînes d'information. Eh bien, celui-ci a fini par se donner la mort la nuit dernière, et cela à l'issue de plusieurs heures de négociations. À Londres, Jacques Cardoz et Stéphane Guimau. C'est donc là, au bord d'une rivière, qu'a pris fin la cavale de Raoul Moat. En début de soirée, il est repéré par des habitants. La police met aussitôt en place un important dispositif d'intervention. Fusil d'assaut, taser en main. Le taser devant servir à neutraliser le fugitif. Face à eux, l'homme le plus recherché du pays depuis une semaine. Il est allongé dans l'herbe, une arme braquée sur sa tempe. 6 heures durant, l'équipe de négociateurs tente de maintenir le dialogue. Peine perdue. Vers 1 heure du matin, Moat en décide autrement. Il apparaît qu'aucun coup de feu n'a été tiré par les officiers de police. Une version qui correspond au témoignage d'habitants, témoins de la scène. Les policiers lui ont demandé d'abandonner son arme. Il ne l'a pas fait. Il avait l'arme près de la tête. Procédure classique en pareille circonstance, la police des polices a ouvert une enquête. Raoul Moat, mort à l'hôpital dans la nuit, n'a semble-t-il jamais supporté que son ex-compagne ait refait sa vie alors qu'il était en prison. À l'étranger toujours, on a appris cet après-midi que 5 soldats américains ont été tués dans différents combats ces dernières 24 heures en Afghanistan. Plus de 220 GI sont morts sur le théâtre des opérations afghanes depuis le début de l'année. Et si l'on remonte au début des combats en 2001, ils sont 1171 à avoir perdu la vie. On revient en France avec la politique. On attend lundi l'intervention du président de la République qui s'exprimera sur France 2 dès 20h15. Et cela durant 1 heure avec David Pujadas. Une intervention après 4 semaines de polémique autour de l'affaire Bettencourt, devenue Woerth-Bettencourt, et qui comporte aujourd'hui encore de nombreuses zones d'ombre. C'est dans ce contexte qu'Éric Woerth souhaite être entendu par la justice. Reportage à Chantilly, Valérie Astruc et Tristan Lebras. Ne pas changer ses habitudes malgré les tracas. Comme chaque samedi, Éric Woerth fait sa visite du marché de Chantilly, la ville dont il est le maire depuis 15 ans. Bon courage, hein. Bon courage, hein, parce que franchement, c'est vraiment plus votre terre, ça. Complètement dégueulasse. C'est vrai? Bon. Oui. Hein? Merci beaucoup. Non, c'est pas mon genre. Les encouragements ici sont fréquents, mais certains habitants commencent à douter. On aimerait avoir des précisions, donc voilà, on espère qu'il nous donnera des explications claires sur ce qui se passe. Vous croyez que c'est un honnête homme? Je le croyais en tout cas jusqu'à présent. Moi aussi, j'ose espérer ne pas me tromper. Les explications médiatiques semblent ne pas suffire. Éric Woerth souhaite maintenant ajouter des explications judiciaires. Cela tombe bien, le parquet de Nanterre vient d'ouvrir une 3e enquête préliminaire dans le dossier Bettencourt. Plus il y a d'enquêtes préliminaires, mieux c'est. Ça permet de dire la vérité, de révéler la vérité. J'espère être entendu très vite. Voilà, moi je suis à la disposition de la police, de la justice, enfin de ceux qui voudront bien m'entendre. Loin des polémiques sur l'absence d'un juge d'instruction, Éric Woerth préfère se montrer aux côtés de retraités qui reçoivent des chocolats de la mairie. Et vous, ça va? Ah oui. Lundi, le président s'exprimera à la télé. Éric Woerth veut croire que Nicolas Sarkozy ne le lâchera pas. J'ai jamais vu un président de la République soutenir autant un de ses ministres. Donc c'est extraordinaire. Un soutien qui lui permet de donner le change ce samedi à la mairie de Chantilly. Sourire de rigueur, même si Éric Woerth en ce moment n'est pas à la fête.
Il est 20h12 à suivre dans un instant le grand format de ce samedi. Haïti, 6 mois après le séisme, les ONG poursuivent leur travail et tentent de redonner goût à la vie aux milliers de personnes blessées dans leur chair. Le sport avec les Français qui se qualifient pour les demi-finales de la Coupe Davis face à l'Espagne. Et puis, ne manquez pas notre résumé des plus belles images de la Coupe du Monde de football qui s'achèvera demain en Afrique du Sud. Enfin, nous retrouverons nos deux invités exceptionnels, Marion Cotillard et Leonardo DiCaprio. Ils viennent nous présenter le dernier film de Christopher Nolan. Ça s'appelle Inception, espionnage, science-fiction et émotion. Interview dans quelques minutes. Mais avant cela, notre grand format et retournons en Haïti. 6 mois après le terrible séisme, la catastrophe avait fait 250 000 victimes et elle a également fait de nombreux blessés. 5 000 Haïtiens souffrent aujourd'hui de handicap. Voici le portrait de 2 d'entre eux. Fundi, 20 ans, et Dina, 11 ans. Tous 2 sont soutenus par une ONG qui fait un travail remarquable. Seulement, arrivera-t-elle à leur redonner goût à la vie? Reportage Claude Sampère et Olivier Martinez. Fundi a 24 ans. Il a perdu sa jambe lors du tremblement de terre. À l'image de Port-au-Prince, une ville qui se relève peu à peu, Fundi apprend aujourd'hui à marcher. Toutes les semaines, il se rend au centre de rééducation créé par l'organisation humanitaire Handicap International. Ouais, comme ça, fini. Très bien. Là, pendant plusieurs heures, il apprend à se déplacer avec sa nouvelle jambe artificielle. Et please, maintenant, ouais. C'est bon, mettre pas. Ok, maintenant. J'étais chez moi quand la terre s'est mise à trembler. Toute la maison s'est écroulée. Ce jour-là, Dieu m'a accordé de la chance. Je n'ai perdu qu'une jambe, mais chez mes voisins, tous les enfants sont morts. Le mal est fait, je l'accepte. Je n'arrive pas bien encore à marcher, mais je vais me battre. À côté de Fundi, nous découvrons Dina, 11 ans. Elle parle peu depuis qu'elle a perdu sa jambe. Dina n'accepte pas sa situation. Elle voudrait le plus vite possible réapprendre à marcher et avoir une prothèse qui ressemble à une jambe normale. Elle a du mal à supporter le regard des autres. J'aimerais que tu n'aies plus honte. C'est important. C'est pas ta faute. Tu promets? Tu vas y arriver? Après, tu verras, les gens, si tu mets un pantalon, ils verront plus que tu as une prothèse. Tu vas marcher, tu vas nous dire comment tu te sens. Chaque séance de travail lui demande beaucoup d'efforts. Tu retournes? Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup cette notion de honte. Donc moi j'essaie vraiment d'enlever cette honte qui lui pèse vraiment sur les épaules. Là maman me disait qu'elle ne veut plus porter de jupe, qu'elle ne veut plus manger. Donc là on sent que c'est très très difficile au niveau de l'acceptation. En fin de journée, pour la première fois, Dina va réussir à faire quelques pas toute seule. Son premier sourire, sa première victoire. Lors du séisme, près de 5000 Haïtiens ont été amputés dans l'urgence. Ouvert depuis février, le centre d'handicap s'occupe aujourd'hui d'environ 300 personnes. Des patients comme Fundi qu'ils vont suivre pendant des années. Le soir, nous le raccompagnons à sa tante. Depuis son amputation, sa femme l'a quitté. Et chaque soir, il retrouve sa petite fille, Sabrina, 3 ans. Les personnes handicapées ont toujours été très mal considérées dans la société haïtienne. On les surnomme les cocobés, les bons à rien. Dina et Fundi espèrent aujourd'hui que le séisme va faire évoluer les mentalités et que cette société si dure avec les plus faibles leur laissera une petite place. Voilà pour ce document. Le cinéma ce soir est avec nous, comme promis, 2 des comédiens les plus doués de leur génération. Dans quelques minutes, ils se rendront sur les Champs-Élysées à Paris pour la présentation d'Inception, le dernier film de Christopher Nolan. Bonsoir Marion Cotillard, bonsoir Leonardo DiCaprio. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler bien sûr cinéma. Je voudrais d'abord une première réaction. Il y a 6 mois, vous étiez fortement engagé pour Haïti. Vous venez de suivre ce document avec nous. Il faudra encore beaucoup de temps malgré l'argent qu'on a apporté là-bas.
Oui, tout à fait, effectivement, la catastrophe, là, n'est rien. Je n'ai jamais vu une catastrophe de ce genre et je pense que tous ceux qui ont apporté leur contribution savent qu'il faudra beaucoup de temps pour réparer les dégâts et effectivement de ressouder les communautés locales. Mais ça témoigne de l'effort des ONG qui restent sur le terrain pendant très longtemps et qui sont là, qui accompagnent le processus de remise. Moi, j'ai effectivement contribué, je voulais effectivement contribuer à ces organisations, à ces ONG qui vont rester là et qui ne vont pas donner l'argent à une bureaucratie quelconque ou une fondation autre que les gens qui en ont besoin. Et coup de chapeau ce soir à Handicap International qu'on a vu dans ce reportage. On va quand même parler cinéma, bien sûr. Ce soir, c'est une soirée importante pour vous. Vous allez présenter sur les Champs-Élysées, effectivement, Inception. J'avais envie de poser une question double à vous deux. Est-ce que cet amour du cinéma remonte à votre plus tendre enfance? Est-ce que ces rêves-là, ils sont nés très jeunes? Je crois qu'avant l'amour du cinéma, j'avais l'amour de l'acteur quelque part, parce que mes parents sont acteurs, donc j'avais cette fascination pour ces gens qui racontent des histoires aux autres. Et puis la fascination du cinéma est venue assez tôt aussi, mais... Et pour le cinéma américain, on m'a dit que vous avez consommé beaucoup de films américains. Mais en fait, quand j'étais petite, mes films préférés étaient américains. C'était les Chaplin, les Marx Brothers, toutes les comédies musicales. Et puis évidemment le premier choc qui a été E.T. de Spielberg. Donc ça a donné naissance aussi à des désirs de cinéma. C'est un luxe, Leonardo DiCaprio, de pouvoir choisir aujourd'hui ses films. C'est le cas pour vous deux aujourd'hui. C'est aujourd'hui un luxe de pouvoir aller passer d'un blockbuster à un film, on va dire, d'auteur ou un film à petit budget. Oui, effectivement, c'est un privilège. Moi, je vois ça effectivement comme un petit peu lorsqu'on gagne la loterie, lorsqu'on arrive à faire ce qu'on aime et effectivement travailler avec différents réalisateurs, différents genres de films. C'est véritablement quelque chose que l'on doit apprécier et rendre compte qu'effectivement, à l'arrivée, on a beaucoup de chance d'avoir toutes ces expériences. J'ai toujours vu les choses de cette façon et j'espère pouvoir continuer pendant de nombreuses années. Voilà, c'est mon plan. Alors, on va parler d'Inception. C'est un film compliqué à résumer, c'est un film à vivre, vous dites. On va regarder quelques images et on en parle juste après. Inception, bande annonce. Je suis spécialiste de la sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Alors, c'est une vraie expérience. Vous dites que c'est un film effectivement à vivre tous les deux. C'est un labyrinthe, un puzzle dans lequel on rentre et on n'en sort plus. C'est vraiment, on est happé dans ce film. Oui, c'est véritablement quelque chose qui ne provient pas du système des studios très souvent, surtout pendant l'été. Je dirais que c'est véritablement un projet très ambitieux dans son intrigue et presque existentiel par moment et regroupe tout à l'échelle du spectacle qu'offre le système des studios d'Hollywood. Donc pour moi, c'était une opportunité de faire partie de quelque chose d'unique. C'est cela, Marion Cotillard. C'est un film à la fois d'auteur et en même temps un blockbuster avec des gros moyens. Oui, c'est un film où il y a vraiment beaucoup de facettes et qui est d'une richesse qui regroupe presque un monde en soi. Même esthétiquement, il y a des côtés Kubrick à des moments. On retrouve vraiment une couleur de ce cinéma que apparemment Christopher Nolan adore. Oui, effectivement, et lui, c'est un réalisateur très particulier dans le sens où il écrit ses propres scénarios. Ce qui est très peu courant en fait aux États-Unis. Et celui-là est brillant. Et celui-là, il a commencé à l'écrire il y a 10 ans, donc c'est vraiment quelque chose qu'il a porté tout au long de ses années et qu'il a eu la possibilité de faire grâce au succès de Batman.
Et c'est grâce à ce succès, effectivement, qui peut amener au public un film qui est tellement ambitieux et qui mêle effectivement un film d'action, tout ce que vous disiez tout à l'heure, et aussi beaucoup de questionnements psychologiques. Et donc c'est très très large. Je vais vous demander une chose qui n'est pas toujours évident pour vous deux, mais est-ce que vous pourrez un petit peu parler l'un de l'autre? Qu'est-ce que vous avez retrouvé dans Leonardo DiCaprio, et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la façon de jouer de Marion Cotillard? Vous dites que c'est un trésor national pour la France. C'est un joli compliment, on le partage avec vous. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Je dirais qu'elle est amène d'apporter une véritable complexité au personnage qu'elle incarne, et elle est extrêmement engagée, un engagement farouche à l'égard des personnages qu'elle incarne, et c'est véritablement authentique chez elle. Et souvent, en tournée des séquences ensemble, elle était tout aussi engagée sur le plan affectif en dehors de la caméra pendant le tournage. Je lui disais, mais garde ça pour le tournage lorsque la caméra tourne. Mais elle est comme ça, elle apporte cette force, cet engagement, et elle fait partie d'un autre domaine de jeu, à mon avis. Elle travaille beaucoup, elle est perfectionniste. Lui aussi, il est comme ça? Oui, moi c'est une des expériences les plus incroyables que j'ai eues en tant qu'actrice, parce que généralement quand on prépare un rôle, une grande partie qui se fait seule, et la plus grande partie de la préparation pour mon personnage, je l'ai faite avec Léo. Et travailler avec un acteur, avoir la chance de rentrer dans son processus de travail, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, et c'est vraiment une des meilleures expériences que j'ai eues en tant qu'actrice. Alors j'ai la chance de vous avoir, je vais vous garder encore un petit peu. On va regarder un sujet, ça n'a absolument rien à voir. On va parler de la Coupe du Monde de football. On vous a vu dans les tribunes, on va en parler dans un instant. Demain c'est la finale, Pays-Bas-Espagne. Ce soir on va regarder les plus grands moments de cette Coupe du Monde. Émotion, déception, polémique, résumé de tout cela. Christophe Duchiron, Laurent Bourdu. Et on se retrouve juste après. En Afrique, écoutons la prophétie des grenouilles, surtout celles qui connaissent le football. Elles nous disent que la fin du monde est pour demain. Dimanche, c'est la finale du mondial sud-africain. Mais avant la fin du bal, combien de rires, combien de larmes? Le premier but était Bafana Bafana. L'Afrique du Sud ouvrait le score de la Coupe du Monde et accueillait sur sa terre les meilleurs joueurs des meilleures équipes de la planète. Ce ne fut pas une grande compétition pour autant. L'Afrique a fait grand bruit en tribune à cause des vuvuzelas. Au prétexte que les trompettes de plastique, c'est le massacre du tympan, eut lieu des oreilles sensibles pour en demander l'interdiction. Heureusement sans conséquence, imaginez qu'on enlève les castagnettes aux Espagnols. À propos de vacarme et de trompettes, seule la France a fait aussi fort que les vuvuzelas. C'est l'épisode peu glorieux du jour de grève, le jour où la grenouille a voulu se faire aussi grosse que le bluff. Au croassement du pire et du n'importe quoi, les Bleus terminent dernier de leur groupe. Dans le bus de la honte, ils auraient dû méditer la prophétie des bredouilles. Si on veut parler costume et folie douce, Maradona mérite un prix. C'est sûrement l'entraîneur préféré des enfants. On dirait un personnage de dessin animé. L'ennui avec l'Argentin, c'est qu'il aime ses joueurs plus qu'il ne les dirige. J'étais encore plus nerveux quand je jouais. Aujourd'hui, je suis plus serein. En quart de finale, Diego avait laissé les zygomatiques au vestiaire. L'Argentine était éliminée par une jeune équipe d'Allemagne pleine d'allégresse et sans pitié. 4-0. À l'hôpital des Grands Battus, les Brésiliens sont arrivés en quart de finale après une défaite sans gloire face aux Pays-Bas. Ils rejoignaient aux urgences d'autres grands blessés de l'élimination. Les Français, les Italiens, les Anglais et les Portugais de Cristiano Ronaldo qui crachent sa déception. En théorie, les arbitres doivent tout voir au quart de seconde près. Contre l'Allemagne en huitième de finale, le ballon de l'Anglais Lampard a franchi la ligne de but, mais seul l'œil de la caméra l'a vu. Une autre fois, l'Argentin Tevez marque un but en position de hors-jeu. Le président de la Fédération internationale a présenté des excuses, ce qui a dû faire une belle jambe au cocu de l'arbitrage. Désolé, j'ai dit que j'étais vraiment désolé de ce qui était arrivé. Uruguay-Ghana, c'est sans doute le match le plus foot pour l'instant de la Coupe du Monde. C'était en quart de finale au bout du bout de la prolongation.
Boateng, la tête de Boateng, le ballon qui plonge, l'intervention, le but, non, la tête, oh, c'est incroyable, incroyable, c'est un penalty. Oui, il a sorti avec les mains. À la dernière seconde de la rencontre, le Ghanéen Gian ratait le pénalty de la qualification pour les demi-finales. Dans la séance de tir au but, l'Uruguayen Abreu donne la victoire à son pays, en finesse et en bonheur. En demi-finale, face à l'Uruguay, le Néerlandais Van Bronckhorst inscrit sans doute le plus beau but de la Coupe du Monde. Une frappe de plus de 35 mètres en pleine lucarne, victoire 3-2. Les Pays-Bas vont disputer leur 3e finale de Coupe du Monde face à l'Espagne, qui a dominé l'Allemagne 1-0 dans l'autre demi-finale. L'Espagne, superbe équipe capable de faire courir le ballon et l'adversaire. Espagne-Pays-Bas, finale inédite au Soccer City Stadium de Johannesburg. Aucune de ces deux équipes n'a jamais remporté de titre mondial. Vivement demain. Alors Leonardo DiCaprio, on vous a vu dans les tribunes. Vous aimez le foot, le soccer ? Oui, j'aime. Je suis un nouveau fan de foot. Je suis un converti. Mon filleul voulait aller en Afrique du Sud, c'était son rêve. Donc on y est allé il y a 15 jours. On lui a fait la surprise. Mais je dois vous dire que c'est quand même assez étonnant de voir à quel point les gens sont tristes lorsque leur équipe se perd ou lorsqu'elle gagne. Ils sont transportés. Mais c'est le sport du monde, c'est quand même passionnant. Je suis un fan converti. Passionnant. Et je vous apprends pas qu'effectivement la France était assez pathétique dans cette histoire. Marion Cotillard, une dernière question. Cinéma, pas sur le foot. On va parler cinéma. Juste, vous êtes deux comédiens comblés, on peut le dire, bien sûr. Est-ce que vous avez encore des rêves? On parle beaucoup de rêves dans Inception. Est-ce que vous avez encore des petits rêves comme ça dans la tête? Moi, j'ai beaucoup de rêves, pas forcément pour... professionnel. Voilà, pas forcément professionnel. Bientôt Woody Allen en tout cas. Bientôt Woody Allen, exact. Et vous, Leonardo DiCaprio, des rêves, beaucoup encore? Oui, beaucoup, plein de rêves. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous deux de nous faire rêver au cinéma. Ça nous fait beaucoup de bien. Une image pour finir, celle de la qualification de l'équipe de France de Coupe Davis pour les demi-finales. Victoire face à l'Espagne, victoire nette 3-0. Le double, Yodra, Beneteau, s'est imposé face à Verdasco Lopez en 4-7 cet après-midi. Et puis avant de se quitter, je vous rappelle que nos deux confrères de France 3, Stéphane Taponnier, Hervé Guéquière et leurs 3 accompagnateurs sont toujours retenus en otage en Afghanistan. Et cela maintenant depuis 193 jours. Merci encore à tous les deux. Sortie mercredi 21 juillet, Inception. On suivra ça de très près. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci encore. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet, avec un temps un peu moins chaud. Demain, je vous retrouve dès 13h, 20h35, le retour de Fort Boyard pour cette édition 2010. Passez une très belle soirée et à demain, j'espère. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.